Qu'est-ce qu'ont en commun les Guadeloupéens et Martiniquais contaminés au chlordécone, les bébés africains morts du lait Nestlé, les enfants exploités dans les plantations de cacao, les paysans colombiens aspergés de glyphosate et les civils soudanais massacrés pour l'or? Tous sont majoritairement pauvres, racisés, anciennement colonisés. Tous subissent des formes de violence sanitaires, économiques, environnementales, sociales, militaires, qui seraient impensables contre des populations blanches et occidentales. Un exemple frappant sur le sol français, c'est l'histoire du chlordécone aux Antilles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce scandale incroyable, de 1972 à 1993, ce pesticide ultra toxique, déjà interdit aux États-Unis, c'est dire, pour sa dangerosité avérée, a été massivement épandu dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique avec la bénédiction, à l'époque, explicite du gouvernement français. Les autorités savaient parfaitement que cette molécule était un perturbateur endocrinien majeur, cancérigène, neurotoxique et qu'elle contaminerait leur sol pour des siècles. Mais les intérêts des grands béquets, cette oligarchie blanche descendante des colons esclavagistes, contrôlant encore en grande partie l'économie antillaise, a primé sur la santé des populations majoritairement noires et métisses. Les chiffres révèlent l'ampleur du crime. 92% des Guadeloupéens et 95% des Martiniquais sont aujourd'hui contaminés au chlordécone. Les conséquences sont effroyables. Des taux de cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde, des troubles neurologiques massifs, des problèmes de développement cognitif chez les enfants exposés in utero, contamination des sols et des eaux pour 600 à 700 ans, condamnant plusieurs générations futures, les empêchant de vivre. L'État français a orchestré pendant des décennies un système d'impunité totale. Aucune sanction contre les producteurs, aucune indemnisation digne de ce nom pour les victimes, minimisation systématique des risques sanitaires, suppression d'études scientifiques dérangeantes, dérogations répétées pour prolonger l'utilisation du poison. Voyez, tous les outils de la violence en œuvre. Désinformation, normes, violence légale. Ce n'est pas une erreur ou une négligence, c'est un empoisonnement délibéré d'une population considérée comme sacrifiable au nom des profits de quelques familles et de la compétitivité de la filière de la banane française face à la concurrence étrangère. Un autre exemple paradigmatique, c'est le cas de Nestlé en Afrique. Quand le lait, finalement, est devenu poison, quand le marketing est devenu une arme de destruction massive. Dans les années 1970, Nestlé a mené des campagnes de marketing agressives partout sur le continent africain, déguisant ses commerciaux en infirmières, vendant de fausses études scientifiques, pour promouvoir le lait infantile en poudre auprès de mères pauvres notamment, leur faisant croire que celui-ci avait des bienfaits supérieurs au lait maternel. Cette stratégie prédatrice a transformé un produit alimentaire de base en vecteur de maladies et de mort. Le constat, il est glaçant. Des millions de bébés sont morts ou ont développé de graves pathologies parce que leur mère, souvent analphabète et encouragée dans leur pratique par ces fameux commerciaux, ne pouvait pas lire les instructions, mélangeait la poudre avec de l'eau contaminée faute d'accès à l'eau potable, ou diluait excessivement le lait trop cher pour faire durer les boîtes, causant des malnutritions sévères et donc des décès. Nestlé savait parfaitement que son produit serait mortel dans ces conditions, mais a continué ses pratiques prédatrices, considérant cyniquement que les marchés africains représentaient une opportunité de croissance à tout prix. Plus récemment, des enquêtes ont révélé que Nestlé vendait en Afrique et en Asie des laits infantiles bourrés de sucre, jusqu'à l'équivalent de 2 cubes de sucre par biberon. 2 cubes de sucre par biberon, tout en commercialisant des versions sans sucre ajoutées en Europe et en Amérique du Nord. Ce double standard criminel, basé sur le racisme et sur le mépris des populations pauvres, condamne des millions d'enfants à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires dès le plus jeune âge. C'est un scandale absolu. Un autre exemple frappant de l'intersectionnalité des violences, c'est l'action de Monsanto en Amérique latine. Le géant chimique et la façon dont, à travers différentes campagnes, en bisbille avec le gouvernement américain, il a mené une véritable guerre chimique contre certains paysans et contre des populations pauvres. L'utilisation massive des pesticides qui étaient produits par Monsanto, dans le cadre notamment de la lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, a constitué, sous l'égide encore une fois du gouvernement américain, une véritable guerre chimique contre les populations civiles, puisqu'il a été mené, la légitimité, sous couvert de politique sécuritaire, encore une fois avec la complicité active des gouvernements locaux.
Le fameux plan Columbia, lancé en 2000 avec un financement américain de plusieurs milliards de dollars, a consisté à épandre massivement par avion du glyphosate Monsanto sur les cultures de coca, détruisant au passage, bien sûr, toutes les cultures vivrières attenantes, les forêts, les sources d'eau et de santé des populations locales. Plus d'1,8 million d'hectares ont été aspergés de ce cocktail toxique. Le tout avec une efficacité très limitée comme on le verra. Les communautés paysannes et indigènes ont subi des vagues d'intoxication massives et qui résultent dans des problèmes respiratoires aigus, des éruptions cutanées, des fausses couches, des cancers, des malformations congénitales. Les études épidémiologiques ont documenté des hausses spectaculaires de pathologies graves dans les zones d'épandage, mais ont été systématiquement ignorées ou discréditées par les autorités. Monsanto et les agences américaines ont produit des rapports scientifiques frauduleux affirmant l'innocuité de leurs produits, alors même que leur propre étude interne démontrait leur toxicité. Vous voyez bien ici à l'œuvre la désinformation et ses conséquences en vie humaine. Cette stratégie, elle s'est révélée parfaitement inefficace contre le trafic de drogue. Les surfaces cultivées en coca n'ont cessé d'augmenter, les narcotrafiquants se sont simplement déplacés vers de nouvelles zones, mais la dévastation écologique et sanitaire, elle, est irréversible. Derrière cette guerre contre la drogue, c'est en réalité caché une guerre contre les paysans pauvres et contre les populations autochtones. Une tentative de contrôle territorial par la destruction environnementale et par l'expulsion des populations qui y vivaient. On a déjà parlé un peu du Soudan, mais j'aimerais qu'on s'y attelle une nouvelle fois sur d'autres aspects de ce conflit. Puisque pendant que le monde fixe son attention sur Gaza et sur l'Ukraine, une guerre brutale ravage le Soudan, en particulier dans la région du Darfour. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées, 14 millions sont menacées par la famine. Des villes entières sont réduites en ruines. Pourtant, le silence est assourdissant, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Très peu de dirigeants africains s'expriment. L'Union africaine se contente de communiquer génériques, laminaires. Les médias africains ignorent largement ce drame. Le conflit, il oppose Abdel Fattah al-Burhan, le chef des forces armées soudanaises, et Mohamed Hamdan Dagalo, dit MDT, le leader des forces de soutien rapide, paramilitaires, essentiellement composées d'une ethnie qui s'appelle les Janjaweed. Anciens alliés, ils ont renversé ensemble le dictateur Omar al-Béchir. Ils se battent désormais ensemble pour le contrôle du pouvoir, des terres et de l'or. Anecdote révélatrice. Ils se battent, entre autres, avec des armes payées par l'Union européenne au nom de la lutte contre la crise migratoire, les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise étant chargées de stopper le flux originant depuis en particulier l'Éthiopie et la Somalie qui transitaient et qui transitent encore par le Soudan vers la Libye et l'Europe. Sauf que la guerre, que ces armes aussi alimentent, génère elle-même des déplacements forcés de millions de victimes. Et on voit bien ici l'échec, à nouveau, de la gouvernance internationale, comme on l'a montré dans le cours qui portait sur cette thématique. L'enjeu majeur de ce conflit, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est que le Soudan détient certaines des plus grandes réserves d'or du monde. Cet or, il finit essentiellement, on l'a déjà dit, aux Émirats arabes unis, et on retrouve ici des armes chinoises chez certains combattants. On retrouve également des soutiens de différents pays sur lesquels on pourra revenir. C'est plus une guerre civile auquel on assiste, c'est une transaction commerciale qui est déguisée en conflit. Et le rôle ici des Émiratis, il révèle une stratégie plus large. En surface, Abu Dhabi se présente comme un partenaire du développement économique, notamment de très nombreux pays africains. En réalité, il est devenu l'un des acteurs les plus influents sur la côte africaine de l'Est, notamment aussi de la mer Rouge jusqu'à la Somalie. Avec des réserves pétrolières limitées et aucune terre fertile, les États du Golfe regardent beaucoup vers le sud et beaucoup vers l'Afrique pour se fournir à la fois en hydrocarbures à l'avenir et également en alimentation. Le Soudan, avec ses sols riches et son sous-sol rempli d'or, offre exactement ce qui manque aux économies désertiques, l'agriculture, les minerais et l'eau. Pendant des années, des entreprises émiraties ont discrètement acquis de vastes étendues de terres soudanaises, souvent des dizaines de milliers d'hectares à la fois. Pour votre culture, c'est également des pratiques que d'autres acteurs internationaux, la Chine en Éthiopie, les Américains dans d'autres régions du monde, pratiquent également. Contrôler la terre est un enjeu du XXIe siècle, on l'a déjà dit, en termes géostratégiques. Les Émiratis contrôlent aussi des ports sur toute la mer Rouge. Vous vous souvenez encore une fois de l'importance des infrastructures dans notre second cours sur la géostratégie. Les RSF sont devenus pour eux un instrument commode. C'est leur allié principal dans ce conflit. Ils leur permettent de protéger les routes de l'or et d'imposer l'accès au territoire. Chaque convoi d'or qui traverse vers le Tchad voisin ou la Libye maintient l'économie de guerre, alimente les raffineries de Dubaï en or émirati.
Les miliciens soudanais d'Mdeti ont aussi servi les ambitions géopolitiques, géostratégiques des Émiratis dans d'autres parties du monde, notamment en étant envoyés pour aller combattre au Yémen ou en Libye. Au-delà de l'or, on a donc compris que d'autres intérêts géostratégiques se superposent. Le pétrole du Soudan du Sud attire la rivalité entre Chine et États-Unis. Les terres agricoles, on l'a dit, permettent la sécurité alimentaire de pays du Golfe notamment. Les investissements émiratis au Royaume-Uni, par le football ou par l'immobilier, et en France, 30 milliards d'euros investis dans des data centers récemment, créent une influence politique massive et offrent de l'impunité. Mansour bin Zayed Al Nahyan, figure centrale du pouvoir émirati, est le principal soutien d'Mdeti, mais il est également ambassadeur des Émirats arabes unis pour la France. Autre acteur important de ce conflit, la Russie et la Turquie, qui cherchent à obtenir un accès au port pour contrôler les flux à la fois de ressources, mais aussi d'êtres humains, à travers, encore une fois, un accès à la mer Rouge. Au niveau de l'Union européenne, l'accord de Khartoum sur les migrations a fait du Soudan un verrou migratoire absolument essentiel dans le cadre de l'externalisation des frontières, telle que l'Union européenne l'a encouragé sur ces 20 dernières années, de plus en plus loin à l'intérieur du continent africain.